Donc, j'ai décidé de faire une formation de coach professionnel pour pouvoir prendre ce recul. J'ai appris beaucoup sur moi-même pendant cette période. T'avais quel âge quand t'as fait ça? Et je pense qu'il y a une dizaine d'années à peu près. Je pense que effectivement, je me souviens bien parce que mes enfants étaient encore à la maison et puis m'interroger aussi sur ce que j'étais en train de faire, s'interroger aussi sur peut-être quelques changements que j'étais en train d'amener parce que j'apprenais des choses totalement nouvelles à exploiter après dans mon quotidien privé et professionnel. Et tout le système bouge quand tu fais bouger une petite chose, ton écosystème bouge. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était super agréable. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai considéré qu'il était plus intéressant d'approfondir cette face un peu cachée, je dirais, le fond de l'iceberg plutôt que sa pointe. Puisque sa pointe est bien définie, son fond, il est un peu plus nébuleux et plus tu vas profond et plus la lumière est faible. Donc, j'adore. Et ça, je trouve cool et je continue de le faire. Bienvenue dans Vivre son cœur business. Je suis Valérie Demont. J'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de club, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences, ateliers intra- et inter-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business. Bonjour Michel. Mais bonjour Valérie. Merci beaucoup de me recevoir chez Uditis. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de tout ce qu'on a discuté, est-ce que tu peux brièvement te présenter, parler un peu de ton parcours et puis ton rôle aujourd'hui chez Uditis? Ben oui, en quelques mots, voilà, j'ai 59 ans, donc je rentre dans ma 60e année, donc j'ai déjà un petit peu bourlingué. J'ai fait une formation de technicien en micro-informatique. Après, j'ai fait programmeur analyste. En parallèle, je commençais un travail dans une société qui s'appelle le CSEM, plutôt comme designer de circuit intégré, donc un truc très analytique, très précis, qui demande énormément de précision. Et puis ensuite, j'ai pu faire chef de projet, reprendre une équipe CAD et m'occuper de l'informatique de ce centre. C'était un centre d'environ 500 personnes. Et puis, en 2000, nous avons créé la société Uditis. Donc, il y a 21 ans, et je dirige cette société depuis 21 ans comme associé, donc avec d'autres personnes, parce que j'aime plutôt le collectif que l'individuel, parce que j'ai quelques idées, mais pas toutes. Et puis ensemble, avec le collectif, on peut réunir, je dirais, l'ensemble des compétences nécessaires à diriger l'entreprise. Ok, cool, merci. Hop là, Uditis fait quoi exactement? Uditis, c'est une société d'informatique, donc du câble au clic pour répondre d'une façon assez simple. Donc on s'occupe des systèmes et de la gestion des environnements informatiques de nos clients. On fait aussi du développement logiciel, de plus en plus de développement logiciel, soit à façon, soit du développement qu'on a préconçu nous-mêmes pour un portefeuille de clients établi. Et puis on gère aussi des solutions de helpdesk pour nos clients. On est une 60aine de personnes avec des multicasquettes, plutôt beaucoup de petits tuyaux qu'un gros tuyau avec toute une science qui passe à l'intérieur de ce tuyau. Donc quelque chose de très très diversifié. Ça donne beaucoup de richesse, c'est un peu plus compliqué à gérer qu'un seul métier assez standard. Ouais. Donc vous êtes dans le B2B et toi, ça veut dire que en tant que dirigeant, en tant que patron, leader, ou je sais pas quelle étiquette tu te donnes, coach ou accompagnant de l'entreprise ou du collectif, qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur en fait dans ce rôle-là? Parce que je crois savoir en fait que tu as changé de rôle au fil du temps. Ouais, au fil du temps. Alors, il y en a des qui disent que ça devient la sagesse. C'est peut-être l'option d'un jour partir. J'en sais pas. En tout cas, il y a un truc qui est assez clair, c'est que de plus ma carrière a avancé et plus l'humain m'a passionné.
Ouais. Donc, j'ai été passionné par mes apprentissages, je dirais mon système scolaire, qui est un système, je dirais, très analytique, puisqu'on apprend plutôt les sciences dures. Et puis, j'ai travaillé pendant 15 ans sur les sciences dures, qui sont assez intéressantes parce qu'elles ont une finalité, qui sont assez intéressantes parce que on va faire fonctionner plutôt notre compétence. Donc, on a moins de doutes, moins de peur, plus de sécurité. Et il y a un moment donné où je pense que l'humain était plus intéressant parce que moins fini. Et c'est cette vision d'aller plus loin dans la compréhension qui me passionne et qui est nécessaire à une entreprise de service comme nous, parce que tout compte fait, on n'a pas 60 collaborateurs, on a 60 individus qui ont leur propre particularité. Et je trouve très intéressant la complémentarité entre les gens, plutôt que d'avoir des personnes qui sont toutes identiques pour faire une équipe qui ne sait que marquer des goals au penalty. Donc on doit vraiment avoir une équipe très plurielle, et ça donne plus de complexité au management, mais plus de richesse dans la compréhension de l'humain. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très très cool. Et je me sens à l'intérieur comme étant un collaborateur avec certains rôles et missions, et je me sens à l'extérieur en tant que le boss de la boîte. Parce que je crois qu'il est nécessaire de le voir dans les deux phases. On doit avoir une représentation à l'extérieur qui souvent est ouverte quand il y a des problèmes de fonctionnement. Et je crois qu'il faut qu'on soit quand même cohérent avec nos responsabilités qui sont indéniables. Donc en fait, toi, tu vois un peu l'entreprise comme un puzzle, en fait, où chaque collaborateur est une des pièces, avec sa propre couleur, son propre dessin, et puis le tout donne l'entreprise. Oui, tout à fait. Si ce n'est que le puzzle, il s'emboîte pas très bien. Et c'est ça qui est encore le plus intéressant. C'est que ce puzzle-là, il faut essayer de les poser les uns à côté des autres, de limiter au maximum les trous, d'accepter les overlaps, parce que ça nous permet d'avoir de la complémentarité et d'être certain aussi qu'une personne manquante, l'activité peut continuer de se faire. Mais je trouve que la métaphore du pulse, elle est assez juste. Si ce n'est que celui-là qui cherche à emboîter pour que le pulse soit bien lisse, il se trompe parce qu'il n'y arrivera pas. Et c'est un combat perdu. Je trouve plus intéressant de limiter les trous pour que la plateforme reste le mieux bouchée possible. Qu'est-ce que toi, t'as dû développer au fil du temps, alors par intérêt, mais aussi pour justement que ce puzzle ait le meilleur relief possible ou la meilleure couleur possible? Qu'est-ce que tu as développé ou acquis comme compétences, comme talent? Moi, j'ai dû apprendre à désapprendre. La première chose, c'est assez compliqué quand même, parce que quand on a un certain âge et puis qu'on a pris des rituels et des habitudes, s'interroger sur le fait de remettre en question ces croyances limitantes, c'est quand même quelque chose qui est assez délicat. Mais par contre, qui est très challengeant. Donc, je voulais donner de l'espace à d'autres parce que j'ai une personnalité qui est assez leadership par nature. J'aime bien entreprendre, j'aime bien la nouveauté. Donc, j'aime bien amener de nouvelles histoires du moment où c'est un peu stable. Je suis plutôt un déséquilibreur qu'un équilibreur du système. J'aime bien quand il y a toujours un peu d'intention. J'énergise plutôt que je dirige, mais je pousse beaucoup les choses. Et je voulais donner de l'espace à d'autres, et pour donner de l'espace à d'autres, il fallait que je prenne un peu de recul. Donc, j'ai décidé de faire une formation de coach professionnel pour pouvoir prendre ce recul. J'ai appris beaucoup sur moi-même pendant cette période. T'avais quel âge quand t'as fait ça? Et je pense qu'il y a une dizaine d'années à peu près. Je pense que effectivement, je me souviens bien parce que mes enfants étaient encore à la maison, et puis m'interroger aussi sur ce que j'étais en train de faire, s'interroger aussi sur peut-être quelques changements que j'étais en train d'amener, parce que j'apprenais des choses totalement nouvelles à exploiter après dans mon quotidien privé et professionnel. Et tout le système bouge quand tu fais bouger une petite chose, ton écosystème bouge. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était super agréable. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai considéré qu'il était plus intéressant d'approfondir cette face un peu cachée, je dirais le fond de l'iceberg plutôt que sa pointe, puisque sa pointe est bien définie, son fond il est un peu plus nébuleux, et plus tu vas profond, et plus la lumière est faible. Donc, J'adore. Et ça je trouve cool, et je continue de le faire.
Ok. On va regarder après qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, les domaines dans ce fond nébuleux. Donc, dans la vision en fait du fonctionnement de l'entreprise, idéalement, qu'est-ce que t'aimerais en fait? Bon, toi, t'as défini ta place, mais qu'est-ce que t'aimerais en fait des autres en fait dans cette vision-là? J'aimerais pouvoir être idéal. Oui, non, mais même on peut aller de l'avant parce que nous, ça fait depuis 2016 qu'on a mis en place un système que j'appellerais plutôt un management agile et libérant, plutôt que l'entreprise libérée, parce que l'entreprise libérée, elle a des dogmes qui ne me conviennent pas. Tout dogme me convient pas très bien parce que on doit s'adapter à beaucoup de choses et puis remettre en question énormément de prérequis. Mais dans l'idée de base, c'est de dire pour que tout le monde soit engagé, ce qui est le minimum qu'on peut attendre de quelqu'un qui est salarié dans une entreprise, il faut qu'il y ait de la place à l'autonomie, à la responsabilité, à ceux qui veulent la prendre. Pas à ceux à qui on impose. Parce que être responsable, c'est décider, c'est un acte émotionnel. Et c'est un acte émotionnel qui peut chahuter les gens. Il faut que les personnes qui décident soient à l'aise pour décider. Et il y a certaines personnes et qui n'ont pas une valeur inférieure, hein, il faut être bien au clair. Il y a certaines personnes qui préfèrent être porteurs d'une piste, d'une idée, mais que d'autres décident. Et je crois qu'il faut admettre simplement cette complémentarité, cette complexité de l'humain pour qu'on essaye de prendre chez chacun ce qu'il aimerait qu'on prenne chez lui et qu'on distribue aux autres le complément de ce que la personne n'aime pas ou ne se sent pas à l'aise à faire. Et si tu peux le faire pour l'ensemble d'une entreprise, tu peux tenir ton système parce que les personnes sont plus heureuses, ont plus de plaisir à aller de l'avant et se sentent plus à l'aise. Et de ce fait-là, inévitablement, augmentent leurs résultats. Donc ça veut dire au quotidien... ton open space, ton bureau est ouvert toute la journée, ou Zoom, ou un autre outil, pour pouvoir écouter en fait ce qui se passe. Oui, je dirais même que j'ai pas besoin de tout entendre. Non, je dirais que je dois répondre à mes rôles. Et puis il y a des rôles qui se débrouillent entre eux, mais c'est plutôt l'intention de mettre une organisation qui puisse auto-fonctionner. Et je dirais que mon plus grand plaisir, c'est quand je ne suis pas audité sur des décisions qui sont prises. Au début, ça crée une petite frustration parce que tu as l'impression d'être abandonné. T'as l'impression que tu perds le contrôle aussi. Mais c'est de l'ego pur, ça. Donc, parce que pendant des années, tu as plutôt dicté, avec justesse ou pas. Mais de toute façon, je suis convaincu que le collectif est plus intelligent qu'un individu quel qu'il soit. Et puis là, quand tu ouvres ces échanges au collectif, à un moment donné, ils vont pouvoir se passer de toi. Et c'est très bien. Donc, il y a besoin d'utiliser, je dirais, la bonne carte. Nous, on utilise un petit peu les cartes de Jürgen Appelo, qui sont des cartes qui te permettent de décrire, en somme, quelle est l'intention, si tu dis, si tu vends, si tu es consultant, si tu fais du consensus, si tu veux être informé ou si tu vas laisser les autres totalement décider. Donc, ces éléments-là me paraissent être intéressants dans l'acte de toute opération dans l'entreprise. Donc, moi, ce qui me semblait intéressant, c'est quand je vois des choses qui se passent, ou j'entends des clients satisfaits ou qui ne le sont pas, hein, puisqu'il y a des clients qui peuvent ne pas être satisfaits, et que ça a été traité par d'autres. Naturellement, quand ils sont satisfaits et que c'est traité par d'autres, c'est encore plus valorisant. Et d'être en dehors de ces éléments-là me convient tout à fait. Donc, une entreprise ne doit pas fonctionner par rapport à une personne. Elle doit fonctionner plutôt par rapport à des cercles, à des groupes. Et des groupes qui sont le plus autonomes possible, mais dont la pluralité des gens prend en considération leurs propres intentions et capacités émotionnelles. Et ça, c'est pas évident. Donc là, il y a un travail individuel à faire. C'est ça. Et ça veut dire qu'il faut être un peu plus transparent. Pour être transparent, il faut être en confiance. Donc pour moi, l'élément le plus saillant dans la direction d'une entreprise, c'est de réussir à avoir un système de confiance. Mais il faut pas le dicter. Il faut l'établir. Donc ça veut dire que moi, je dois être moi-même sincère avec mes faiblesses.
je dois pouvoir les dire. Et de ce fait-là, si tu peux l'annoncer, tu donnes l'ouverture et la possibilité aux autres d'en faire part aussi. C'est ça qui me paraît être intéressant. Mais il faut être sincère. Ouais. Tu as des rôles à jouer dans une entreprise, mais tu as une seule personnalité. Et cette distorsion de vouloir jouer l'acteur au niveau de l'entreprise ne tient pas très très longtemps. Parce qu'on n'est pas équipé pour être des acteurs, on est équipé pour être soi-même et puis c'est le plus sincère possible et humain avec nos forces et nos faiblesses. Ouais. Et c'est pas du tout critiqué, au contraire, je dirais, on est au même niveau que cela. Et du coup, bon là, ça fait, tu disais 2016, donc 2022, donc ça fait presque 7 ans. 6 ans. Ouais, ça dépend comment on le calcule analytiquement. Ouais, non, depuis 2016, hein. Donc depuis 2016, ça fait 6 ans. L'impact positif, j'espère, sur, tu vois, sur alors relations internes, croissance de l'entreprise, parce que quand même, enfin, l'entreprise doit quand même faire un peu de chiffres, hein, pas à tout prix, mais elle doit faire du chiffre pour vivre. Impact sur les clients, le marché et tout, tu dirais que vous avez bien fait et c'est cool. Ah, c'est une évidence que c'est un bonheur final, hein, ce que je veux dire qu'il n'est pas fini, hein, c'est un bonheur dynamique, on va dire, parce que on a des collaborateurs qui sont engagés, on a des clients qui sont fidèles et des résultats qui sont la conséquence de ces deux éléments, avec leur complexité. Ça veut dire que comme c'est un système qui est dynamique et qui se dit agile, s'il est ancré et puis qu'il est définitif, il faut chercher l'agilité. Donc, il est plein d'imperfections, donc remis en question quotidiennement sur différents secteurs, jamais sur l'ensemble en disant revenons sur un système un peu dictatorial ou paternaliste, jamais dans ce sens-là, mais toujours en recherche de finesse, parce que naturellement on a des éléments qui méritent d'être chaque fois revisités et puis réadaptés. Mais globalement, on a peu de tournus, les collaborateurs restent alors qu'ils ont beaucoup de sollicitations, les clients restent alors qu'ils sont sollicités, donc c'est vraiment idéal et les chiffres sont meilleurs. Ouais. Donc, mais les chiffres sont meilleurs, il faut être attentif par rapport à cela. Je pense pas que on peut tout mettre en face d'une organisation. On peut mettre en face de plusieurs éléments. Un des éléments majeurs, c'est que la transformation digitale a été fortement accélérée, ne serait-ce avec la pandémie. Tous ceux qui n'avaient pas pris le train au préalable se sont trouvés en difficulté et ont dû être accompagnés. Donc, il est vrai que nous, les années pandémiques pour des sociétés informatiques qui étaient un peu sérieuses, c'est des années qui sont plutôt positives. Bon, après, vous étiez dans le bon marché et puis vous avez su aussi, là au bon moment. On était là au bon moment. Avec un bon mode de fonctionnement. Un bon mode de fonctionnement, un historique qui tient la route, pas trop de casseroles, une notoriété qui est correcte, et puis des collaborateurs qui étaient déjà très autonomes, puisque je pense ne serait-ce qu'au télétravail, pour nous on avait instauré il faut être là où il faut, quand il faut et qu'il faut. Donc celui-là qui voulait passer 4 jours ou 5 jours à la maison, il le passait. En réalité, il y a personne qui passait 5 jours à la maison. Le plus, il passait 2 jours à la maison. Il avait simplement envie d'être en relation avec les autres. On est des animaux sociaux. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un dictat et puis qu'il n'y a pas besoin qu'une entreprise mette une obligation pour que les gens soient conscients qu'il est nécessaire de se réunir. Donc, on vit de la souffrance d'être à distance parce qu'on aimerait pouvoir être au café, discuter ensemble de tout et de rien. C'est la sérendipité, hein. C'est qu'on discute de n'importe quel sujet et on tombe sur un sujet qu'on n'aurait pas imaginé au début et qui sera de grande utilité pour le futur. Donc, moi, je suis convaincu de l'hybridation de tous ces mouvements et nous, on était très, très, très heureux d'avoir anticipé cette complexité de travailler après, dans vous tous aviez les sens. des gens qui étaient déjà sur site, en fait, chez les clients. On a des gens sur site, chacun a sa mission, hein, mais quand je dis là où il faut, quand il faut et qu'il faut, c'est qu'il faut juste mettre la catégorie et puis la hiérarchie de cela, mais la hiérarchie, elle est pas structurelle. La hiérarchie, c'est que on gagne notre vie parce qu'il y a des clients, donc c'est le client en premier. Ensuite, je fais partie d'un groupe, d'accord? Je dois être attentif à la personne morale. Des fois, il faut mettre un siège pour la personne morale pour se rappeler qu'il y a une personne morale. Et puis ensuite, moi, en tant qu'individu. Et si les premiers échelons me permettent une forte liberté, il n'y a aucune raison que l'entreprise contraigne cette liberté. Et je trouve que ça marche très très bien.
Et naturellement qu'on doit respecter quand même les règles du jeu, la loi sur le travail. On a des éléments à respecter qui sont là comme éléments de fond. Mais le reste, derrière des règles d'échec, une partie d'échec peut être très différente. Hein. Alors que le fou avance en diagonale, et je dirais c'est quelque chose qui est établi. Mais pourtant, chacune des parties est totalement différente. Et je trouve que c'est toujours intéressant, minimum de règles respectées au maximum par tout le monde. Ouais. Dès qu'il y a des passe-droits sur les règles sont polluantes. Donc on a plein de petits trucs qu'on a mis en place, qu'on revisite chaque fois avec un peu plus de profondeur, un peu moins de profondeur, collectif, individuel. Donc c'est chaque fois il y a chaque fois des petites tensions qui se posent, et puis il faut toujours essayer de trouver un peu ce déséquilibre permanent que je trouve plus intéressant que l'équilibre. L'équilibre est ronronnant, le déséquilibre, il est stimulant, et puis il est dans l'action. Pour autant qu'il fasse pas peur. On doit prendre en considération parce que du coup, il sclérose. Oui, on doit prendre en considération qu'on est des personnes qui vivons avec nos propres anxiétés. Hein. Ouais. Donc, et ça, je dirais qu'on doit être attentif. C'est génial, j'adore, c'est passionnant. Bon, toi, en tant que personne, de ce que je sais et ce que j'ai perçu, t'es intéressé par tout ce qui est spirituel, quantique. Alors, t'as peut-être d'autres mots pour mettre sur ces mots-là. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ben, j'ai un peu de peine à répondre à la question, mais je ne sais pas trop. Si ce n'est que il y a toujours un truc qui m'a intéressé, c'est cette trilogie que j'appellerais âme, esprit, corps. Et peut-être un déclic se fait du moment où du côté de ta famille, tes parents disparaissent, et que tu fais le compte, et puis que tu te dis dans la vie normale, et on espère presque que ce soit le cas, on est les suivants. Ouais, ben ouais. Et de ce fait-là, tu te poses la question du why, hein, pourquoi, et qu'est-ce que je suis venu faire là-dessus, et puis pour quelles raisons, et puis est-ce qu'il n'y a pas des trucs que j'ai pas pu apprendre parce que simplement j'ai pas eu les clés pour le faire, ou l'intérêt de l'entendre, hein, parce qu'il faut bien être au clair, et puis qu'il y aurait peut-être pas des champs d'apprentissage supplémentaires, parce que moi je suis boulimique de connaissances, donc je mange du bouquin, et ça m'excite énormément d'apprendre des trucs, même qui sont en dehors de ma perception du moment, quitte à ce qu'elle change après, parce que naturellement j'ai été formaté dans le monde cartésien, donc je suis un pur cerveau gauche depuis de nombreuses années, et puis toute cette partie un peu plus holistique me passionne, m'intéresse, et il est vrai que c'est certainement en ayant fait du coaching, c'est certainement aussi par je dirais l'intérêt naturel de ma femme sur ce type de démarche que je m'y suis intéressé, peut-être aussi avec le passage éducatif des enfants, hein, quand ils arrivent dans l'adolescence, il faut trouver de nouvelles clés. Et puis là, c'est ni une équation, c'est ni de la maths, ni de la physique qui te rendent service. C'est surtout des trucs qui te rendent service que t'as pas appris à l'école. Ouais, alors ça, c'est certain. et ça, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des champs des nouveaux champs à atteindre, et ça c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à un peu ces trois éléments. Ma maman est décédée aussi d'Alzheimer, donc elle a perdu l'esprit, et c'était naturellement douloureux, mais en même temps interrogeant sur où était l'âme en même temps que son corps était là. L'esprit disparaît comme s'il manquait une pièce à l'échiquier. Et ça m'intéresse d'en apprendre un petit peu plus avec ma propre méfiance cartésienne, hein, de temps en temps, où je me dis mais ça je peux pas y croire, et pourtant il y a énormément de choses sous la pointe de l'iceberg qui sont passionnantes, et puis des champs du possible qui sont extraordinaires, et qu'il est nécessaire, à mon avis, de réussir à approfondir. C'est quoi les livres, parce que tu dis je bouffe des livres et tout, c'est quoi les livres qui t'ont le plus interpellé ou marqué, quoi? Mais ils sont multiples, hein. Moi j'ai bien aimé il y a un biologiste qui fait des très très bons bouquins, mais dont j'ai omis le nom malheureusement, parce que j'ai toujours un peu de peine à me rappeler des noms.
Alors, avant, on parlait hors micro, on a parlé de Erwin Laszlo, mais c'est pas lui que tu penses. Ouais, alors Laszlo, c'est super intéressant. On a... Bruce Lipton. Bruce Lipton, exactly, Ouais. Great, Bruce Lipton. Bruce Lipton est un gars qui a vraiment bien réfléchi sur l'aspect des molécules. Ouais. Tout est vibration, fréquence et vibration. Et ça, c'est super intéressant quand même à y penser. Après, Jung m'intéresse beaucoup. Il y a un très bon livre qui est sorti cette année, sauf erreur, ou peut-être fin de l'année passée, de Frédéric Lenoir, qui raconte l'histoire de Jung, et puis qui est peut-être un petit peu plus accessible et plus facile à interpréter que si on prend le livre rouge de Jung. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile d'accès. Très intéressant aussi. Il y a pléthore de bouquins dont je me rappelle jamais le titre et puis je me rappelle jamais l'auteur. Mais voilà, j'ai toujours 3 livres ouverts. Je pique de l'un, je saute d'une page sur YouTube, je passe d'une page sur Wikipédia, je me renseigne sur des éléments qui sont nouveaux. C'est quoi cette individuation? Et je trouve que ça c'est captivant, c'est passionnant. Et moi ça m'alimente beaucoup et ça me permet de prendre conscience de plein de choses qui jusqu'alors d'il y a 2-3 ans m'étaient inconnues. Donc toi, tu t'es formé ou t'es en formation en fait sur certains outils quantiques. Comment ça, en fait, tu penses, enfin ces nouveaux outils que tu as découverts là maintenant ces dernières années, comment ça, toi, en tant que leader, patron ou pièce d'un puzzle, comment tu les intègres en fait dans ton quotidien? Alors pour l'instant, je dirais, je les intègre à la dose dont je les maîtrise. Donc on est encore dans des phases assez homéopathiques, hein, je dirais. Mais j'en ai toujours la conscience. Hein, et je faisais une réflexion toute simple. Hein, c'est que du moment où l'algorithmique te donne une réponse, ne cherche pas au-delà de cela, réponds à l'algorithmique. Du moment où tu as des décisions à prendre qui sont des éléments qui demandent plus d'intuition. Puis c'est ça, si je fais toute cette formation, c'est pour pouvoir mieux appréhender l'intuition et le ressenti parce que l'innovation m'intéresse. Ouais. Depuis tout jeune, l'innovation m'intéresse. J'ai été démonteur de plein de machines chez mes parents que je n'ai jamais pu remonter. Donc, j'ai toujours voulu comprendre comment fonctionnaient les choses et j'ai, à un moment donné, au-delà de la technique, le fait d'innover, d'innovation, je parle de disruption, hein, je trouve très intéressant et les aspects d'intuition me relient quand même beaucoup à l'innovation et au ressenti. Et ça, c'est cette intuition qui est la petite voix dont on a entendu parler, qui est la parole du cœur qui a 20 secondes d'avance par rapport au cerveau. C'est quelque chose qu'on a souvent de la peine à accepter d'écouter par le simple fait qu'on a été positionné pendant de nombreuses années sur la preuve d'une décision. Ouais. Et on sait très bien que très souvent dans des décisions, on a dû construire des preuves pour dire quelle décision on avait prise. Alors qu'on pourrait, pour ce qui n'est pas algorithmique, hein, j'insiste, hein, donc ce qui est évident doit être décidé par l'évidence. Mais ce qui l'est moins, laisser parler la petite voix intérieure, le cœur, et oser l'affirmer comme quoi cette option-là et cette décision est une décision d'intuition et que j'aimerais qu'on puisse quand même l'accepter en tant que tel. Et ça, c'est un champ et c'est un chemin qui, à mon avis, encore un petit peu de temps avant que dans l'entreprise, on puisse lui donner la force de construire la suite. Mais j'y crois. D'avoir autant de place que... Autant de place qu'une autre décision et qui n'inhibe pas l'algorithmique, mais qui est simplement au-dessus du moment où, je dirais, l'analyse SWOT a autant de plus et de moins dans les 4 cases et qu'il faut quand même prendre une option entre ces 2 points. Ça, je trouve que ça serait peut-être intéressant qu'on aille un petit peu plus loin. Un autre aspect qui m'intéresse beaucoup aussi, et dont je n'ai naturellement pas la réponse, et je vais même pas chercher la réponse, je vais chercher simplement des orientations, ça me suffit. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la boîte?
quand la boîte est dans la tête. Et ça me passionne et ça m'intéresse. Et je pense que c'est suite au décès des parents, où ils sont décédés dans les 6 mois, mais les 3 à peu près tous en même temps. Et ça, j'ai juste envie de savoir qu'est-ce qui se passe après. Ouais. Et ça va rien m'apporter à l'entreprise, mais ça va m'apporter à moi. Et j'ai pas besoin de preuves, mais j'ai besoin de me raconter des histoires par rapport à qu'est-ce qu'il y a après, à ce que les gens ont vécu, ce que les gens vivent. Expérience de mort imminente, ou bien même, je dirais, expérience aussi transgénérationnelle, qu'est-ce qui se passe au niveau karmique. Et là, dans la formation que je suis, on traite ces sujets. Ça m'alimente, ça me laisse des doutes sur plein de trucs qui suite à mes résistances personnelles, aussi, et à mon histoire. Mais ça me raconte aussi pas mal d'éléments qui me rendent les choses peut-être un peu plus légères. Ouais. Est-ce que quand tu rentres, tu vois, de ces périodes de formation qui sont, j'imagine, intenses, pour en avoir fait, moi aussi, tu reviens, t'es bien chamboulé, t'as de la peine à revenir dans tes baskets, là. Et est-ce que toi, tu vis, par exemple, tu sais, la semaine suivante ou les 2 semaines, des éléments, en fait, qui viennent te montrer que ce que t'as expérimenté en formation, enfin, tu vois, soit des synchronicités, ou je sais pas comment on pourrait les appeler, mais des moments de conscience, en fait, de lucidité, en te disant, ah ouais, en fait, c'est ce que j'ai expérimenté la semaine dernière. Voilà, c'est en train de se présenter là devant moi. Est-ce que tu vis des moments comme ça? Quotidiennement. Ah ouais. Ouais, quotidiennement. Naturellement que la plupart, je les garde pour moi et puis je les digère à moi-même, parce que si je dois commencer d'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai ce type de ressenti-là, ou bien je perçois telle et telle chose, ça devient un petit peu compliqué. Mais oui, c'est quotidien, naturellement. Ça te donne simplement un champ complémentaire. Ouais. Et puis, c'est ça qui est tout à fait passionnant. Je dirais que c'est surtout ces éléments d'intrication quantique qui sont assez intéressantes, je dirais même dans le domaine de la gestion des liens, et puis que tout est lien. Quand tu te poses la question que tout est lien et qu'il y a un fonctionnement qui est non dépendant du temps, et que tu mesures et que tu perçois et que tu entends des personnes qui disent mais ça c'est bizarre, j'ai eu cette perception en même temps que ma mère elle l'a eu. J'ai vécu ça en même temps que tel et tel l'a vécu. Et quand tu prends l'histoire de chacun qui s'arrête souvent à l'exprimer, tu te dis, il y a quand même des trucs sur lesquels on aurait pu faire un petit peu plus de scolarité que ce qu'on a fait, qui permettrait d'aller un peu plus loin dans ce que j'appelle la spiritualité, que je ne lis pas du tout avec la religion, et qui malheureusement pendant de nombreuses années on a séparé les deux choses en disant la spiritualité c'est l'affaire de la religion. Ils en ont fait des choses un peu bizarres, et puis nous on va s'occuper de l'industrialisation en faisant un trou un peu abyssal, alors que le lien entre la spiritualité et puis le monde de la vie technique est un lien naturel qui ne sclérose pas ni l'un ni l'autre, et puis qui ne crée pas de dogme. Donc c'est simplement un complément, un élément plutôt logiciel sur cette complexité. Et puis cet élément logiciel, tu disposes pas du code, mais il y a à approfondir des choses. C'est cool, ça c'est assez cool. C'est passionnant, mais c'est la vie en fait. On est là pour apprendre, quoi, pour expérimenter, et pour contrôler probablement un peu moins. Ouais. Si toi t'avais, tu vois, avec ce recul et ce parcours de vie que t'as, un conseil à toi, plus jeune, tu te dirais quoi? Occupe-toi de ton esprit en même temps que tu t'occupes de ton cerveau, je dirais, parce que tout compte fait, on doit apprendre des choses. Il y a toutes des basiques qui sont nécessaires d'apprendre, entre autres les basiques qui te permettent de rester en vie, tout simplement. Après, ceux qui te permettent de développer ta vision intellectuelle des choses, que tu le fasses dans un domaine légal, dans un domaine de la finance, ou un domaine de l'informatique, peu importe. Mais ouvre un peu plus cela aux aspects de l'inconnu. Et puis que l'inconnu ne fasse pas trop peur, et qu'on n'écarte pas tout ce qui vient d'éléments moins précis, peut-être moins prouvés,
scientifiquement, quoi qu'on avance de ce côté-là, puisque la physique quantique a fait d'énormes progrès, et c'est assez marrant quand même de voir que de plus en plus de personnes reparlent d'Einstein, alors que plusieurs l'ont mis au placard, de Planck aussi, la théorie des cordes revient, donc il y a plein d'éléments qui reviennent depuis de nombreuses années, même Tesla, et c'est bizarre parce que Tesla, qu'on parle plutôt de voitures électriques, Tesla cherchait aussi il était un peu follow dans son domaine, mais il cherchait aussi à mettre en évidence qu'il y avait suffisamment d'énergie autour de nous pour la capter et puis essayer de l'obtenir. Et ça, je trouve que c'est cool, quoi. C'est vraiment intéressant. Et c'est pas, ça fait pas peur. Il faut l'approcher, et puis il faut prendre ce qu'il y a à prendre qui nous est nécessaire à nous, sans se raconter toute une histoire, et puis sans vouloir absolument tout comprendre. Ouais. Parce que vouloir tout comprendre, ça demande une telle distorsion de nos apprentissages qu'à un moment donné, mieux vaut se lâcher prise et puis accepter que cette partie, je dirais plus en arrière de nos habitudes, fasse partie de nous sans qu'elles nous envahissent dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Donc, en restant bien ancré, moi, j'aime bien la métaphore du sapin, qui peut aller haut, parce qu'il va aller toucher le plus haut possible, et puis il va continuer de se construire sur le haut. Mais en même temps, il construit aussi sur le bas, puis du moment où il y a du vent, il est capable de tenir avec les racines. Et je crois qu'on est des êtres humains ancrés, et il faut rester ancré. Il faut pas lâcher le sol, parce que la vie, elle est faite ainsi. Mais il faut pas rester dans le sol, parce que on n'est pas des betteraves. Donc on n'est pas des betteraves. On doit être il faut aller au soleil et puis rester en terre. Et cet équilibre est pas évident, puis je pense est très individuel. Moi je l'ai un peu plus fort sur ces domaines-là ces derniers temps. La méditation par exemple pour moi reste un domaine qui est assez compliqué parce que j'ai le cerveau qui tourne tout le temps, et puis ce repos forcé, mais souvent contraignant, alors qu'il me fait du bien. Donc il y a une petite bagarre à l'intérieur de moi-même qui me fait de prendre le petit bambou, puis de me faire quand même des méditations de 15 minutes, une méditation d'1 heure. C'est une lutte acharnée. Je vais te raconter après ce que je vis quand je médite 1h30, 2 heures, quoi. Oui, alors moi j'ai fait une formation, c'est qu'on faisait des méditations d'1 heure. J'étais un peu désarçonné parce que j'avais l'impression, et je reste encore souvent sur cet élément où je suis plutôt tout le temps un peu boulimique de faire des choses, et puis j'avais un peu cette impression de perdre mon temps, alors que je l'enrichis, j'en ai la certitude, et puis que je repose l'esprit. Donc il y a encore par rapport à mes rythmes, par rapport à mon histoire quand même qui est de 60 printemps, donc il y a quand même juste 2-3 trucs à combler, à essayer de temps en temps d'en effacer ou bien de marcher dessus. qui sont encore assez rock'n'roll, que ça reste encore assez difficile. Ouais, mais enfin, tu vois, je trouve que tu peux te taper sur l'épaule, quoi, parce que tout le monde fait pas ça, quoi. Tout le monde n'a pas fait cette réflexion, cette démarche, et a pas pris ce pas, en fait, d'aller chercher ailleurs que dans son cerveau gauche, quoi. Ouais, tout à fait, mais oui, tout à fait. Je trouve ça donne c'est un investissement, c'est quand un même. investissement, ouais, tout à fait. Financier, mais en termes de temps, de volonté, Ouais, tout à fait. Ouais, puis de rompre avec ses propres peurs. Parce que de rompre avec ses propres sécurités, c'est très sécurisant, d'imaginer que tout peut être posé dans un fichier Excel. C'est pas la réalité. Le fichier Excel, il n'a pas tous les onglets. Il y en a des qui sont un petit peu ailleurs. Et voilà, et c'est pas mal. Et par contre, c'est des fois un tout petit peu bizarre de diriger une entreprise d'informatique et puis d'avoir ce type de langage. Mais tout compte fait, est-ce que je dirige une entreprise d'informatique ou bien plutôt des personnes qui travaillent dans une entreprise d'informatique et qui doivent amener une plus-value. Donc, et j'ai l'impression que, et je m'étonne de collaborateurs dans l'entreprise parce que quelques-uns ont su effectivement, sans en avoir fait trop de publicité, que j'allais faire une formation,
que certains peuvent appeler un peu perché, ou bien moi j'appelle un peu disruptif par rapport au monde du 0-1. Et il y en a des qui se sont approchés de moi et qui m'ont demandé, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais? Moi, j'ai fait tel et tel truc en énergie, je suis allé chez un énergéticien. Et donc, étonnamment, et d'une façon un peu cachée souvent, par la peur du jugement de l'autre, énormément de personnes s'interrogent sur des éléments plus complexes que ce qu'on a appris dans nos carrés scolaires. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu ça il y a, je sais pas, c'était en 2018, je crois. Il y avait une mode, tu sais, de ces bracelets de pierre, quoi. Les bracelets de pierre, les colliers, tu vois, un peu, je sais pas, mystique, comme ça, ou de guérisseur, je sais pas quelle étiquette on peut mettre dessus, de chaman, ou je sais pas quoi. Et donc, je vais chez un client, qui compte une grosse boîte, et puis, je dis à ma cliente, tu vois, je vois qu'elle a un collier comme ça. Je dis, alors, j'ose pas, tu vois, poser la question parce que c'est vachement intrusif. Je dis, est-ce que tu fais du yoga, tu vois, parce que je me dis, c'est plus... Et ça a ouvert la porte, en fait, sur tout un univers, en fait, de sa vie privée qui fait que cette cliente-là, cette femme, hyper intéressée avec tout ce qui était, tu vois, quantique, spirituel, pourquoi on est là, travailler autrement, amener du sens dans la vie et tout. Et c'était passionnant. Et je trouve que il y a des petits moments comme ça où tu commences à poser la question parce que quand on croit qu'on n'ose pas demander parce que, ça fait un peu perché, quand tu te rends compte, en fait, que l'autre en face, il est ouvert, c'est assez cool quand même. Hein. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais, tout à fait. Et je pense qu'on est sur une vague qui va aller un peu plus loin sur cette partie-là pour une raison assez simple, c'est que on est en forte automatisation. Ouais. Donc tout ce qui est algorithmique et procédural va être traité par des ordinateurs et par des robots. Il faut qu'on l'admette en tant que tel et c'est pas très très grave du moment où on donne de la place à l'humain sur un développement complémentaire. Ouais. Donc il faut qu'on étende et qu'on agrandisse un peu le cercle de nos connaissances, tout en sachant que les connaissances ne sont pas des compétences et les connaissances ne nécessitent pas spécialement la preuve. Ouais. Et on peut vivre sans preuve parce que tout qu'on fait, ça nous alimente plus que ça nous sécurise. Donc il faut, et c'est peut-être ça que je trouve intéressant. J'aime bien la balance, ça nous alimente plus que ça nous sécurise. Ouais. Et j'aime bien le voir comme ça en fait. Parce que moi je suis souvent confrontée à oui mais Valérie c'est quoi la preuve? Parce que moi j'ai pas besoin d'avoir la preuve, tu vois. Ouais, tout à fait. Et je crois à tout ça, je le sens, mon intuition elle est à fond là-dedans. Et comme j'ai pas besoin d'avoir la preuve, je vais pas forcément toujours la chercher. Et c'est quoi ta preuve? En fait va bouquiner toi quoi si tu veux les preuves, tu vois. Je te donnerai les bouquins, mais donc j'aime beaucoup en fait le fait d'être nourri plus que sécurisé quoi. Parce que finalement la sécurité elle vient de ton intérieur parce que alors ça c'est une évidence. Alors ça demande un travail thérapeutique avant de devenir thérapeute, c'est bien clair. Il y a besoin de faire un travail sur soi qui est naturellement jamais abouti. Parce qu'il y a des zones d'ombre qu'on n'a pas spécialement envie d'ouvrir ou bien qu'on referme très rapidement. Donc, ça demande de vraiment prendre conscience vis-à-vis de soi-même. Ouais. Il y a quand même un aspect qui est sous-jacent à cela, qui m'a demandé aussi d'aller un peu approfondir ces points-là. C'est que du côté de ma famille, il y a énormément de cancers. Mes parents ont eu le cancer, mes frangines ont eu le cancer, et pour le moment je suis le seul à ne pas avoir été déclaré sur cette partie-là. Et moi j'avais juste envie de comprendre quel est cet aspect de succession d'une maladie qui est une maladie peut-être je dirais génétique peut-être, et je me suis intéressé à l'épigénétique qui a été posée justement par Lipton. Oui. Et ça je trouve aussi intéressant. Ça veut aussi dire que si ce qui ne met pas à l'abri naturellement d'avoir une fois une déclaration, mais si tu prends conscience de ces éléments-là et que tu as toi la possibilité de neutraliser certaines choses par rapport à tes attitudes, par rapport à tes intentions, par rapport à l'aspect d'être solaire au lieu de toujours se cacher derrière les misères dont tout le monde vit, des misères, je trouve que là ça laisse des ouvertures et puis peut-être des chances d'y échapper. Et j'avais cette tension, j'ai eu cette tension pendant assez longtemps. J'avais perdu mon papa, il avait 56 ans. Je me souviens qu'à mes 56 ans, j'étais angoissé d'arriver tout près de son âge en me disant et qu'est-ce qui va se passer alors que la vie de mon père était la vie de mon père. Il m'a transmis des trucs génétiques que je peux embarquer,
mais que je peux peut-être aussi traiter par l'épigénétique. Et ça, c'est super intéressant. Et ça, on n'en est pas souvent assez conscient de l'héritage que l'on fait, que l'on reçoit, qui mérite d'être traité, et de temps en temps qui mérite d'être au moins connu, parce que le fait d'en parler et de le poser peut résoudre beaucoup de choses. Ces points-là, moi, je les trouve super intéressants. Donc, c'est vraiment un mélange professionnel, privé, aussi émotionnel, parce que tout compte fait, jamais eu de déclaration de problème de santé, mais j'avais ce petit arrière-plan qui me disait il y a un risque. Et c'est tout ce mélange qui m'a fait m'intéresser à ces sujets qui sont dont je n'aurais pas assez de la fin de ma vie pour les exploiter. Et de temps en temps, un bon bouquin et un bon roman, voire un bouquin technique me rassure aussi et puis me permet de ne pas être complètement sur des nouveaux nuages. Non, on est quand même J'aime bien tes nouveaux nuages. Est dans le terrain assez fréquemment. Mais le quotidien d'une entreprise te rappelle quand même au terrain. Hein. T'es obligé. Hein. Mais bien sûr, tout à fait. Puis bon, de toute façon, si c'est pas le quotidien de l'entreprise, ce serait la vie, parce que t'es là, quoi. T'es dans cette vie-là. Mais bien sûr. En 2022, quoi. Merci beaucoup, Michel. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. Oh, c'est passionnant. Merci. Merci, Valérie. Vivre son cœur business, c'est le quotidien. C'est intégrer donc les mouvements du vivant. C'est pour cela que j'ai fondé le club Vivre son cœur business, pour être soutenu par une communauté d'entrepreneurs qui vous ressemblent, pour se réjouir des succès des uns des autres, pour recevoir chaque mois une nouvelle inspiration de cœur et pour passer cette impulsion dans le concret du business. En plus, on se retrouve chaque mois dans un live et je peux vous dire que les membres cherchent le contact les uns avec les autres en dehors du club. Et de belles opportunités naissent. Rejoignez-nous. Toutes les infos sur greenheart.business/club. Et si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcasts et sur votre plateforme favorite. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous en voulez plus? Vous êtes bienvenus dans notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.